Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et ce matin, nous recevons Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national et député européen. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt à applaudir ce matin Emmanuel Macron ? Je dis bien à l'applaudir pour avoir, avec Angela Merkel, mis sur la table un grand plan de relance de 500 milliards d'euros hier. Je pensais que vous alliez me demander si je pouvais l'applaudir pour avoir réussi à gérer cette épidémie et ce déconfinement. On y reviendra dans un instant. Oui. On est là devant un plan qui n'est pas le plan de l'Union européenne, qui est un plan franco-allemand. Voilà. Donc, est bien naïf celui qui pense que le gouvernement français et allemand vont mettre 500 milliards sur la table et qu'il va s'agir de chèques spéculoos distribués à l'ensemble des pays européens. Il s'agit en réalité non pas de prêts qui seront faits aux pays qui seront ensuite remboursés par les États qui vont en bénéficier, mais tout simplement, il s'agit d'adosser cette somme au budget de l'Union européenne, ce qui veut dire, en langage très clair, que ce sont les États qui contribuent le plus au budget de l'Union européenne qui vont devoir rembourser cette somme, à savoir la France et le portefeuille des Français. Donc, il n'y a évidemment pas de quoi se réjouir d'un accord qui concerne pour l'instant deux pays. Jordan Bardella, d'accord, Jordan Bardella. Alors, imaginons que la France ne l'ait pas fait avec l'Allemagne. On dirait, l'Europe est aux abonnés absents, elle ne met pas d'argent sur la table pour relancer. Mais l'Europe a été aux abonnés absents. Oui, mais parfaitement. L'Europe a été aux abonnés absents. Reconnaissez que c'est une initiative, au moins, une proposition constructive ou pas, non ? Mais en l'occurrence, on est en prison et on laisse à la charge de Mme Merkel et M. Macron la tâche de fixer le loyer. Bon. Ce qui est dit, parce qu'il faut regarder quand même un peu le détail de ce plan qui a été annoncé à grande pompe. En réalité, l'Europe a été totalement absente de cette épidémie. Elle a totalement échoué à gérer cette épidémie. On a en tout cas vu en France que les grands échecs qui étaient ceux de la gestion de l'épidémie étaient d'abord ceux du fait de la lourdeur bureaucratique de l'État, que ceux qui se sont débrouillés tout seuls, ce sont les élus locaux, les acteurs de terrain. Et Emmanuel Macron nous explique clairement qu'il va rajouter une strate supplémentaire et qu'il va accélérer les transferts de souveraineté. Macron, c'est l'anti-De Gaulle. Voilà, il célébrait De Gaulle il y a quelques jours. En réalité, là, il accélère dans le fédéralisme européen. L'Europe ne marche pas, lui, il en redemande encore davantage. Donc, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. D'autant qu'il s'agit, en tout cas derrière ce plan, de permettre à la Commission de flécher directement la répartition des fonds Commission européenne qui a, je vous le rappelle, exigé à 63 reprises depuis maintenant plusieurs années que la France baisse ses dépenses de santé. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. La réalité, c'est que l'Union européenne a été, encore une fois, totalement absente, que le premier réflexe de Bruxelles a été de mettre en garde les pays qui ont rétabli des contrôles aux frontières dès le mois de février. Et Emmanuel Macron, il impute les échecs de l'Europe à ce qu'il appelle être les réflexes nationalistes. C'est-à-dire qu'en gros, il fait peser les échecs de l'Union européenne sur la responsabilité de pays qui ont pris des mesures très tôt, d'Europe de l'Est notamment, de contrôle aux frontières, et qui ont des résultats qui sont bien meilleurs que les nôtres. Il faut être très clair aujourd'hui. Oui, il y a peut-être d'autres facteurs, c'est ce que l'on dit aussi. Et quand on regarde aussi les pays dits populistes, gérés par Trump ou Bolsonaro, c'est pas mieux, évidemment. Ouais, ils ne sont pas en Europe. Non, bien sûr. C'est un peu le souci. Vous faites référence à l'Europe de l'Est, et on sait qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué. On va peut-être pas s'étendre là, mais il y a d'autres facteurs qui ont joué. Et si je peux me permettre de vous répondre, vous regardez des États comme l'Autriche ou la République tchèque, ont dès les premières alertes de l'OMS, c'est-à-dire dès le mois de février, dès le début mars en réalité, fermé les frontières avec des pays qui étaient des régions foyers d'épidémie, qui ont généralisé notamment, je pense en République tchèque, le port du masque pour tous dans l'espace public et qui ont des résultats qui sont bien meilleurs que les nôtres, avec un nombre de morts qui est aujourd'hui dérisoire, s'agissant par exemple de la République tchèque. Donc, je veux bien, si vous voulez, qu'on interdise tout contrôle aux frontières, qu'on évoque le repli nationaliste à chaque fois. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a imposé des frontières aux portes des Français, à 100 km de chez eux, alors qu'on continue de faire entrer des gens dans notre pays, sans contrôle. Donc, ça pose des problèmes, tout cela, ça pose des problèmes de cohérence. Et franchement, Emmanuel Macron est celui qui, au regard de l'opinion, a le moins bien géré cette crise en Europe. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études d'opinion qui sont publiées par alors sur la gestion de la crise des masques, qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron qui, dans un reportage hier, a défendu justement la stratégie de la France. Il reconnaît des défaillances, mais il assure qu'il n'y a pas eu de rupture. Jordan Bardella. Il a l'art de réécrire l'histoire de manière permanente et je trouve que cette phrase est extrêmement grave parce qu'en fait, il assume donc les conditions de la pénurie. C'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs semaines,
Les soignants manquent de masques, les médecins ont manqué de masques. Je vais pas y revenir, tout le monde le sait, tout le monde l'aura bien compris. Les pharmaciens ont eu interdiction de se fournir en masques auprès de leurs producteurs, auprès de leurs fournisseurs, et d'en vendre, d'en mettre en vente libre dans les différentes pharmacies. Emmanuel Macron, lui, il assume clairement les conditions de la pénurie. C'est-à-dire qu'il assume avoir créé volontairement une pénurie dans le pays. Je crois que c'est extrêmement grave. Il dit qu'il a voulu limiter la distribution à l'ensemble en fait de la population pour réserver là où il y avait une défaillance. C'est ce qu'il a dit. Il a reconnu qu'il y avait eu des problèmes évidemment dans la gestion des stocks et qu'il voulait conserver ces masques chirurgicaux et FFP2 pour les personnels soignants. Mais le problème n'est pas, il n'y a pas eu des problèmes. Ils ont menti. Mais c'est hallucinant. Ils ont menti aux Français. Souvenez-vous de Monsieur Salomon. Souvenez-vous de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, souvenez-vous du Premier ministre qui ont défilé sur tous les plateaux de télévision dès le mois de février pour expliquer que le port du masque ne servait à rien, pour infantiliser les Français en expliquant qu'ils ne savaient pas mettre des masques, eux-mêmes ne savaient pas mettre des masques, pour changer d'avis un mois plus tard. Il y a une étude qui est parue il y a quelques jours dans la presse et qui explique que le port du masque dès la sortie du confinement permettrait de sauver 80 000 vies. Mais combien de vies aurait-on pu sauver si on avait imposé cette mesure de bon sens dès le début, comme nous le réclamions? Encore une fois, ce ne sont pas des mesures délirantes, ce sont simplement des mesures de bon sens que celle de porter un masque. Donc, ils ont organisé volontairement, de l'aveu même du chef de l'État, une pénurie, et surtout, ils ont menti aux Français. Et ils devront en rendre des comptes. Oui, alors Jordan Bardella, le Conseil d'État demande au gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte. Ça concerne les églises, les mosquées, les synagogues, etc. C'est une bonne nouvelle ou pas ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Enfin, les cultes ont démontré, en tout cas durant cette crise, leur esprit de responsabilité. Je veux dire, nous n'étions pas enfin, à partir du moment où on autorise les rassemblements de 10 personnes, je veux dire, les cultes peuvent parfaitement s'organiser. Ils connaissent très très bien les gens qui viennent fréquenter les lieux de culte pour pouvoir s'organiser et mettre en place effectivement des messes, par exemple le dimanche s'agissant des catholiques, dans la limite de 10 personnes. Donc il faut que la vie reprenne, il faut que le pays se remette en marche, si vous me permettez l'expression, et il faut qu'on puisse dès maintenant permettre à tous ceux qui le peuvent de retourner travailler, mais encore une fois en sécurité. Et c'est vrai que le confinement prolongé qu'on a vécu a été la conséquence d'une absence, encore une fois, de masques et de tests. Enfin, j'y reviens, mais ça reste évidemment l'essentiel. Alors, Jordan si les Bardella, Français peuvent sortir en sécurité, alors ils doivent pouvoir le faire. Alors, si on peut aller à l'église, par exemple, on pourra aller voter alors fin du mois de juin pour les élections municipales. Vous y êtes favorable ou pas ? Le Conseil scientifique doit rendre un avis aujourd'hui, normalement. Aura-t-on est-ce qu'on va permettre à chaque électeur d'avoir un masque à l'entrée du bureau de vote ? Est-ce qu'on va permettre à chaque électeur de se fournir en gel hydroalcoolique avant d'entrer dans le bureau de vote et après avoir voté ? Est-ce qu'on va permettre à l'ensemble des Français qui vont faire acte de civisme en allant tenir des bureaux de vote, notamment les présidents de bureau, les délégués, les assesseurs, d'avoir des masques FFP2 qui seront renouvelés toutes les 4 heures ? Je n'en suis pas certain. Si c'est le cas, alors le second tour des élections municipales pourra être envisagé. Mais si ce n'est pas le cas, le risque sera bien trop important. Et vous comprenez bien qu'il y a aujourd'hui un problème de confiance avec le gouvernement. Vous comprenez bien que lorsque le gouvernement a menti à plusieurs reprises depuis le début de cette épidémie, dans la gestion de cette épidémie, je vous citais évidemment l'exemple des masques, mais il y a tant d'autres exemples malheureusement, alors beaucoup de Français, beaucoup d'élus, beaucoup de maires peuvent légitimement mettre cette question de la légitimité, de la crédibilité, de la confiance à accorder au gouvernement. Bon, c'est un oui mais. C'est un oui mais. Est-ce qu'il faudrait un vote consultatif au Parlement sur cette question ? C'est pas un oui mais. Je dis juste que si les conditions de sécurité sanitaire sont assurées, alors la démocratie doit aussi être déconfinée. Oui. En revanche, la confiance que les Français ont envers le gouvernement a été très largement affectée. Et effectivement, nous ne sommes pas forcés de croire le gouvernement et des garanties doivent évidemment être posées. Bon, donc ça doit être débattu au Parlement français ou pas, cette question, en un mot ? Oui, ça peut être débattu au Parlement, mais je veux dire, on peut débattre des heures et des heures au Parlement. Oui. Nous voulons des réponses. Est-ce que vous savez, vous, l'état de nos stocks de masques
L'état de nos stocks de tests, on n'en sait rien. Donc ça serait bien que le gouvernement fasse preuve de transparence là-dessus, pas seulement pour avouer qu'il a menti et qu'il a organisé la pénurie, mais pour nous expliquer très clairement les choses. Bon, les et Français puis ne les sont pas des enfants, on peut leur expliquer les choses. Oui, c'est vrai. Et puis les municipalités, vous l'avez dit, ont rempli aussi un peu leur mission en distribuant des masques. Peut-être qu'elles pourront le faire de nouveau pour ces municipales, si elles sont organisées. Bien sûr, et l'État, je veux dire, l'État a été totalement défaillant, et ceux qui ont réussi dans cette affaire, ce sont évidemment les collectivités qui ont dû se débrouiller par elles-mêmes. Ce sont les acteurs de terrain, ce sont les municipalités, ce sont les départements, les régions qui ont dû elles-mêmes s'organiser pour s'approvisionner en Chine et fournir des masques. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre famille politique, Jordan Bardella? Il y a des discussions en cours avec Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, ça pourrait être le retour. Réunion possible ou pas? Non, absolument pas. Ou alors vous êtes au courant de choses dont je ne suis pas au courant. J'ai lu dans la presse qu'il pourrait y avoir des discussions, que Marine Le Pen... vous savez, on lit un peu tout. Vous savez, on lit un peu tout et n'importe quoi dans la presse. Nous, on discute évidemment avec tous ceux qui veulent discuter avec nous. Vous savez qu'on avait, pour vous répondre clairement, proposé une alliance à Nicolas Dupont-Aignan lors de l'élection européenne. Il n'a pas souhaité le faire. C'est dommage, je le regrette. Mais je veux dire, il y a encore beaucoup de combats à mener. Il faut d'ores et déjà préparer l'alternance à Emmanuel Macron, parce que son projet, je veux dire, un quinquennat, pourquoi faire? Je veux dire, les quelques mesures qu'il avait mis sur la table, notamment la réforme des retraites, ont été annulées. Donc, un quinquennat, pourquoi faire? Il a fallu le confinement, il a fallu 30 000 morts dans le pays pour qu'il n'y ait plus de manifestations en bas des rues contre Jordan Bardella, des discussions avec Dupont-Aignan, oui. Philippot, non. Écoute, M. Philippot est parti, donc je veux dire, c'est un non-sujet. Mais en tout cas, nous appelons tous ceux qui veulent évidemment construire dès maintenant une alternance à Emmanuel Macron à se ranger derrière la candidature de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle, qui est aujourd'hui en tout cas la seule candidate en capacité de battre Emmanuel Macron. Oui, rapidement, Jordan Bardella. Donald Trump se met à prendre de la chloroquine en prévention. C'est lui qui l'a dit là, cette nuit. C'est un acte imprudent quand on est chef d'État de la première puissance mondiale, ou il a raison? Écoutez, il fait ce qu'il veut. L'hydroxychloroquine, je veux dire, a eu au moins le mérite. Monsieur Raoult a eu au moins le mérite de mettre ce traitement sur la table. Pour parler évidemment de la France, pour l'instant, évidemment, les études restent extrêmement mitigées. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de traitement miracle aujourd'hui contre le Covid. Voilà. Et s'il y avait un traitement miracle, je pense que beaucoup de pays l'auraient utilisé. Donc, il faut évidemment poursuivre les efforts de recherche, notamment d'un vaccin. Les prochains mois vont être difficiles parce que le virus va continuer de circuler. Il faut que chacun de nous soit responsable. Les Français ont été très assidus au confinement. Il ne faut pas les prendre pour des enfants. Que chacun de nous mette en œuvre les gestes barrières. Mais il faut qu'on puisse se fournir notamment en masques, en tests, en gel hydroalcoolique pour pouvoir reprendre une vie normale, parce que c'est vrai que l'économie en pâtit beaucoup. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont avoir du mal à se relever. Alors, un mot du tourisme. Est-ce qu'il faudrait une réponse coordonnée de l'Europe sur la réouverture des frontières en Europe? On voit que l'Italie veut accélérer son déconfinement, les bars, etc. à ouvrir, et s'apprêterait à recevoir de nouveau des touristes ressortissants de l'Union européenne au mois de juin. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de coordination. D'abord pour la fermeture des frontières. Moi, je veux bien qu'il y ait coordination pour l'ouverture des frontières, mais il n'y a pas eu de coordination pour la fermeture des frontières. Permettez-moi de vous rappeler que Emmanuel Macron a été très clair hier. Là encore, il revient sur ce qu'il avait dit. Il y a quelques jours, il nous a expliqué que, par la voix de M. Castaner, que les frontières étaient fermées, que les frontières françaises avaient été fermées. C'est absolument faux, puisqu'il le dit hier lui-même. Il y a eu des réponses quasiment proportionnées en fonction des réactions de nos voisins. C'est-à-dire qu'on a attendu d'être confinés de l'extérieur par l'Espagne, par l'Italie, par l'Allemagne, pour nous-mêmes mettre en place des contrôles aux frontières. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a eu aucun contrôle aux frontières. Moi, je suis venu en voiture au Parlement européen à Bruxelles il y a quelques jours. Il n'y a absolument aucun contrôle à la frontière. Donc tout ça pose évidemment des soucis. Les frontières sont le fait de pays. Ce sont aux pays, aux États de déterminer. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit chez vous, Jordan Bardella, autour de vous. On entend d'autres. On entend plus les autres que vous. On entend plus que les autres que vous. Rapidement, avec le mot de la fin de Cécile de Minibus, avec vous, Jordan Bardella. Oui, une deuxième nuit d'émeute à Argenteuil, suite à la mort d'un jeune garçon dans un accident de moto. Il ne portait pas de casque. Et visiblement, il y a une voiture de police à proximité. La police est à nouveau mise en cause. Est-ce que l'État ne tient plus ses banlieues? Parce que tu sais, dans l'aéroport et dans les... Alors j'entends la régie, je suis désolé, en doublon. Je crois avoir une question sur Argenteuil. Sur Argenteuil, oui.
Ouais. La réalité, c'est que cette crise a en tout cas démontré que non, pour une l'instant, fois de je suis plus, toujours malheureusement, bloqué. une autre Bon, loi. Jordan Bardella, Jordan, on vous entend pas. Il y a un petit problème. Là. On ne vous entend pas. Il y a un petit problème. Il y a quelqu'un d'autre sur la ligne. C'est des petites difficultés, évidemment, du direct. Du direct. Et est-ce que là, ça va mieux vous m'entendez? Est-ce qu'on entend l'autre voix? On rouvre pour voir, et parce que vous êtes en duplex avec nous. Jordan Bardella, vous nous entendez? Ouais, je vous entends parfaitement. J'ai juste la régie en double, mais c'est pas un souci. Ah oui, non, Si c'est trop difficile. Bon, bah, c'est trop difficile. Mais merci en tout cas d'avoir été en duplex avec nous. C'est les petites difficultés du confinement quand on n'est pas en studio, mais ça reviendra bientôt où les invités politiques pourront revenir. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Il est 7h58, on revient dans un instant.